Mon fils m'a enfermé dans la salle de bain pendant 2 jours, alors j'ai vendu sa maison et quitté le pays. Il ne m'a jamais retrouvé. Ceci est mon histoire vraie. Mon fils m'a enfermé dans la salle de bain pendant 2 jours parce que j'avais utilisé trop d'eau chaude. Pas de nourriture, pas de chaise, juste un sol froid et de l'eau du robinet. Je l'écoutais rire avec sa femme pendant que j'étais assis là, seul. Je lui ai donné toute ma vie et il m'a donné une porte verrouillée. Quand il l'a finalement ouverte, je n'ai rien dit. Mais dans ma tête, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire. Avant que je vous raconte ce que j'ai fait ensuite, commentez d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour que mon histoire puisse toucher plus de gens comme moi. J'ai élevé mon fils seul après le décès de sa mère. Elle est morte quand il n'avait que 8 ans. Et à partir de ce jour, je me suis promis que je ne le laisserai jamais se sentir seul ou sans protection. J'ai accepté tous les emplois que je pouvais trouver. Le matin comme concierge, le soir dans un entrepôt, les week-ends à réparer tout ce pourquoi les gens voulaient bien me payer. Je me suis passé de vêtements neufs pendant des années pour qu'ils puissent avoir des uniformes scolaires, des chaussures neuves et les meilleurs livres. J'ai sauté des repas pour qu'ils puissent manger 3 fois par jour. À chaque anniversaire, je m'assurais qu'il ait un gâteau, même si je devais le faire avec les restes de la cuisine. Quand il a voulu faire du sport, j'ai payé son équipement. Quand il avait besoin d'aide pour ses devoirs, je restais éveillé tard pour l'aider, même après des journées de 12 heures. Je pensais que l'amour et le sacrifice suffiraient à faire de lui un homme qui me respecte. Quand il a grandi, j'ai payé ses études universitaires pour qu'il n'ait pas de dettes. Je ne voulais pas qu'il lutte comme je l'avais fait. J'ai fait des heures supplémentaires, prenant parfois des doubles gardes pour payer chaque facture de scolarité à temps. Je ne lui ai pas dit que pendant qu'il étudiait dans des salles de classe chaudes, je nettoyais des bureaux la nuit. Mes mains étaient engourdies par l'eau froide du seau de la serpillière. Je pensais que ça en valait la peine parce que j'investissais dans son avenir. Je l'imaginais diplômé, obtenant un bon emploi, et peut-être un jour prenant soin de moi comme je m'étais occupé de lui. Quand il s'est marié, je voulais qu'il commence sa vie sans souci. Je lui ai donné une maison, la maison que j'avais mis des décennies à acheter. C'était mon cadeau de mariage pour lui. Je pensais que cela assurerait son avenir et le mettrait en sécurité. Je lui ai même dit, c'est à toi maintenant, comme ça tu auras toujours un endroit où vivre. Je n'ai pas mentionné que l'acte de propriété était toujours à mon nom parce que dans mon esprit, il n'y avait aucune raison de douter de lui. C'était mon fils. Pourquoi aurais-je jamais eu besoin de me protéger de mon propre enfant? Je me suis installé dans une des plus petites chambres pour qu'ils puissent avoir la partie principale de la maison pour eux. Je ne me suis pas mis sur leur chemin. Je préparais mes propres repas. Je nettoyais ma propre chambre. Je pensais être respectueux. Je ne voulais pas m'immiscer dans leur mariage. Et je croyais que leur donner de l'espace maintiendrait notre relation paisible. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. La gratitude que je pensais qu'il ressentait pour moi a commencé à s'estomper. Je n'étais plus l'homme qui s'était sacrifié pour lui. Je suis devenu le vieil homme dans la chambre du fond. Il a commencé à faire de petites remarques sur ma façon de vivre. Au début, c'était à propos de la télévision que je regardais trop tard le soir. Puis, c'était à propos de la nourriture. Arrête d'acheter autant de lait. Je me disais que c'était juste le stress du travail, peut-être même l'inquiétude des factures. Mais les commentaires continuaient. La façon dont il me regardait est passée de la chaleur à l'irritation. Je lui avais tout donné. Je n'avais pas gardé d'économie pour moi parce que je pensais qu'il s'assurerait toujours que j'ai ce dont j'avais besoin. Je croyais que notre lien était construit sur la confiance, le respect et l'amour. Mais en me tenant dans cette maison, celle que j'avais achetée, celle que je lui avais donnée, j'ai commencé à me sentir comme un étranger. Je pouvais le sentir dans la façon dont il évitait de s'asseoir avec moi, la façon dont sa femme me parlait à peine, la façon dont il chuchotait derrière des portes closes et s'arrêtait quand j'entrais. En y repensant, je crois que le problème a commencé quand je lui ai rendu la vie trop facile. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit comme je l'ai fait. Il n'a jamais su ce que c'était d'avoir froid, faim, et de devoir quand même aller travailler. Il n'a jamais appris à quel point le sacrifice pèse lourd sur les épaules d'un homme. À cause de cela, il n'a pas apprécié ce qu'on lui a donné. Et peut-être, juste peut-être, il ne m'appréciait plus non plus. Je me souviens encore du jour où j'ai remarqué pour la première fois que sa patience était à bout. J'avais réparé la clôture du jardin à l'arrière.
C'était quelque chose que je faisais toujours pour garder l'endroit agréable. Il est sorti, m'a vu travailler, et au lieu de me dire merci, il a demandé « Pourquoi fais-tu du bruit maintenant ?» J'essaie de me détendre. J'en ai ri, pensant qu'il passait peut-être une mauvaise journée. Mais à l'intérieur, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai réalisé qu'il ne me voyait pas comme une aide. Il me voyait comme une nuisance. Même alors, je n'ai pas laissé mon esprit sombrer dans les ténèbres. Je pensais encore, c'est mon fils. Il reviendra à la raison. Je pensais à toutes les années où j'avais été là pour lui. Comment pouvait-il oublier l'homme qui le portait sur ses épaules quand il était trop fatigué pour marcher? L'homme qui s'était rendu malade au travail pour qu'il puisse vivre sans dette. L'homme qui lui avait donné une maison sans demander un centime en retour. Je me disais que le sang était plus fort que l'irritation. Qu'au fond de lui, il me respectait toujours. Mais cette croyance, cet espoir, c'est la même chose qui m'a aveuglé sur ce qui allait suivre. Je n'ai pas vu jusqu'où le manque de respect irait. Je n'ai pas vu comment mon propre fils, le garçon que j'ai élevé de mes propres mains, pourrait se retourner et me traiter non pas comme un père, mais comme quelqu'un qui le dérange. C'était avant la nuit où il a décidé de m'enfermer dans la salle de bain. Avant que je réalise que tous mes sacrifices, tout mon amour et toutes mes années de travail ne signifiaient plus rien pour lui. Avant que je comprenne que parfois, les personnes à qui vous donnez tout sont les mêmes personnes qui vous prendront la dernière parcelle de dignité qu'il vous reste. Tout a commencé par de petites choses, si insignifiantes au début que je me disais de ne pas en faire toute une histoire. Mon fils a commencé à se comporter comme si la maison n'était plus la mienne, comme si j'étais juste un invité qui restait trop longtemps. Il entrait dans ma chambre sans frapper et me disait que la télévision était trop forte même quand le volume était à peine audible. Il se plaignait de la façon dont je pliais le linge. Il me disait de ne pas cuisiner certains aliments parce que l'odeur restait trop longtemps dans la maison. C'étaient des choses que je faisais depuis des décennies, mais soudain, elles posaient problème. J'ai mis ça sur le compte du stress de son travail. Je me disais que le mariage change les gens. Peut-être qu'il s'adaptait au fait d'avoir sa femme et moi sous le même toit. Mais au fond de moi, quelque chose a commencé à me mettre mal à l'aise. La chaleur dans sa voix quand il me parlait avait disparu. Ses mots étaient plus courts, plus froids. Je pouvais entendre l'irritation dans son ton, comme si chaque petite chose que je faisais était une sorte de désagrément pour lui. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à contrôler les choses dans la maison. Le thermostat, les lumières, l'eau chaude. J'allais prendre une douche et je constatais que l'eau ne devenait jamais assez chaude. J'ai réalisé plus tard qu'il avait baissé le chauffe-eau pour économiser de l'argent. Si je laissais une lumière allumée dans le couloir parce que je ne voulais pas trébucher la nuit, il l'éteignait en disant « Tu gaspilles de l'électricité ». J'avais vécu frugalement toute ma vie, mais maintenant, j'avais l'impression qu'il me traitait comme si je ne comprenais pas la responsabilité de base. Le pire, ce n'étaient pas les règles. C'était la façon dont il les appliquait. Il disait les choses avec une brusquerie qui blessait plus profondément que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas « Papa, pourrais-tu éteindre la lumière quand tu as fini ?» C'était « Pourquoi laisses-tu les lumières allumées ? Tu crois que cet endroit fonctionne à l'électricité gratuite ?» Ce ton, il me faisait me sentir petit. Il me faisait me sentir comme si je vivais dans la maison d'un étranger au lieu du foyer que j'avais acheté de mes propres mains. Sa femme ne m'a jamais défendu. Au contraire, elle semblait encourager sa façon de me parler. Je les entendais dans la cuisine chuchoter sur le fait que je ne savais pas vivre dans une maison moderne ou que je me comportais encore comme si c'était chez moi. Ils en riaient, pensant que je ne pouvais pas les entendre, mais les murs sont fins et des mots comme ça résonnent dans la poitrine d'un homme longtemps après avoir été prononcés. Je n'ai toujours rien dit. Je me disais que les familles traversent des hauts et des bas. Je pensais que si je restais silencieux, les choses s'amélioreraient. J'ai même essayé d'aider davantage. Faire la vaisselle avant leur retour, tondre la pelouse tôt pour qu'ils puissent se reposer le week-end, réparer tout ce qui se cassait sans demander de remerciements. Je pensais que si je leur montrais que j'essayais, ils arrêteraient de me traiter comme un fardeau. Au lieu de cela, le contraire s'est produit. Plus j'essayais, plus ils agissaient comme si je les dérangeais. Si je faisais la vaisselle, ils se plaignaient que je n'avais pas chargé le lave-vaisselle correctement. Si je tondais la pelouse, ils me disaient que je l'avais coupée trop courte. C'était comme si plus rien de ce que je faisais n'était assez bien. J'ai commencé à sentir que ma présence était quelque chose qu'ils toléraient, pas qu'ils accueillaient. Ils avaient leur vie, leur mariage, leurs projets,
et j'étais juste le vieil homme en arrière-plan qui prenait de la place. C'est un sentiment difficile à décrire à moins de l'avoir vécu. Quand quelqu'un que vous aimez ne vous dit pas carrément de partir, mais que chaque mot et chaque action vous poussent doucement vers la porte. Il y a eu des nuits où je suis resté au lit, les yeux fixés sur le plafond, me demandant ce que j'avais fait de mal. Je l'ai élevé dans le respect. Je n'ai jamais parlé à mon propre père comme il me parlait. Je n'ai jamais ignoré la présence de mon père ni ne l'ai fait se sentir indésirable dans sa propre maison. Alors pourquoi mon fils me faisait-il ça? La réponse est venue lentement, pas en mots, mais dans la façon dont il me regardait. Ce n'était pas le regard d'un fils voyant son père. C'était le regard de quelqu'un voyant un problème à résoudre. Un soir, je l'ai entendu dire à sa femme qu'une fois que je serais hors de vue, il pourrait enfin rénover la maison comme il le voulait. Il en parlait comme si j'étais juste un vieux meuble à enlever. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai réalisé pour la première fois que ma place dans sa vie n'était pas garantie simplement parce que j'étais son père. Le sang ne signifiait pas la loyauté. L'amour ne signifiait pas le respect et la gratitude. Eh bien, la gratitude pouvait disparaître plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne savais toujours pas jusqu'où il irait. Je ne savais pas que le jour viendrait où son irritation se transformerait en quelque chose de bien pire. Mais je pouvais le sentir. Le changement. Quelque chose en lui avait changé. Et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que la prochaine fois qu'il perdrait son sang-froid, il ne se contenterait pas d'élever la voix. J'avais raison. C'est arrivé par une soirée froide. Une de ces nuits où une douche chaude semble être la seule chose qui puisse laver la lourdeur de la journée. J'avais passé des heures à réparer un panneau de clôture lâche à l'extérieur. Mes mains engourdies par le vent. Mon dos me faisait mal, mes genoux me lançaient, et tout ce que je voulais, c'était 10 minutes sous l'eau chaude. C'était tout. 10 minutes. Je n'ai même pas pensé à la facture d'eau ou à la quantité d'eau chaude restante dans le réservoir. On ne m'avait jamais dit qu'il y avait une limite, du moins pas une qui semblait aussi stricte. Je voulais juste rester là, laisser la vapeur détendre mes épaules raides et respirer sans me sentir comme un invité dans ma propre maison. À mi-chemin, j'ai entendu frapper. Au début, c'était un léger coup, mais ça s'est rapidement transformé en coup fort et furieux. La voix de mon fils a traversé la porte, tranchante et accusatrice. « Combien de temps vas-tu rester là-dedans? Tu gaspilles toute l'eau chaude. » J'ai essayé de répondre calmement, lui disant que j'avais presque fini. Mais avant même que je puisse finir ma phrase, il a crié en retour, ces mots dégoulinants de mépris. « Tu crois que je suis fait d'argent? Tu n'as aucun respect pour les autres personnes dans cette maison. » Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Sa voix était si forte qu'elle couvrait le bruit de l'eau qui coulait. Et puis, sans avertissement, j'ai entendu le clic distinct de la serrure de l'extérieur. Mon cœur s'est serré. Il m'avait enfermé. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Une blague cruelle peut-être, mais une blague quand même. J'ai appelé son nom, lui ai dit de déverrouiller la porte. Pas de réponse. J'ai frappé à la porte, pensant qu'il réaliserait peut-être à quel point c'était absurde, mais tout ce que j'ai entendu, c'est le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Les minutes ont passé, puis les heures. Je me suis assis sur le bord de la baignoire, enveloppé dans une serviette qui est vite devenue froide. La vapeur s'est dissipée, remplacée par le froid des carreaux. Mon estomac gargouillait, ma gorge était sèche. Je n'avais rien à manger, rien à boire sauf le filet d'eau de l'évier. De l'autre côté de la porte, je pouvais l'entendre rire avec sa femme. Leur voix était étouffée mais reconnaissable. Ils regardaient la télévision, dînaient, vivaient leur vie pendant que j'étais piégé dans la plus petite pièce de la maison que je possédais. Chaque son venant de l'extérieur était un rappel qu'ils avaient choisi de me mettre ici et qu'ils n'étaient pas pressés de me laisser sortir. La première nuit, j'ai à peine dormi. Le sol de la salle de bain était froid et dur. Et chaque fois que je m'assoupissais, la douleur dans mon dos, ou le bruit des tuyaux qui gémissaient, me réveillait en sursaut. Au matin, ma tête me lançait à cause de la déshydratation, et mes mains tremblaient de faim. Je pensais qu'il me laisserait peut-être sortir une fois qu'il se serait calmé. Mais quand le deuxième jour a commencé, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de se calmer. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait d'humiliation. Il passait devant la porte et j'entendais le faible tintement des clés, mais il ne s'arrêtait pas. Parfois, il s'attardait juste assez longtemps pour que je sache qu'il était là, puis il s'éloignait.
C'était comme s'il voulait que je comprenne ma place, comme s'il voulait me briser sans me toucher. À la fin du deuxième jour, quelque chose en moi a changé. La colère était là, oui, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus profond, un point de rupture final et silencieux. J'ai su à ce moment-là que quel que soit le lien que nous avions en tant que père et fils, il avait disparu. Il avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en retour. Le matin du troisième jour, la porte s'est déverrouillée, comme ça. Pas d'excuses, pas d'explication. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste marmonné, ne gaspille plus d'eau, et il est parti. Je suis sorti, mes jambes raides et la tête légère. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas dit à quel point il avait été cruel. J'ai juste marché jusqu'à ma chambre, fermé la porte et je me suis assis sur le bord de mon lit. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais je savais une chose. Cette maison, le toit au-dessus de sa tête, les murs qu'il pensait lui appartenir, ils étaient à moi. Et avant longtemps, ils ne seraient plus à lui. La première chose que j'ai apprise dans cette salle de bain, c'est à quelle vitesse le temps peut se transformer en ennemi. Au début, je pensais en heures, me disant que je sortirais bientôt, qu'il voulait peut-être juste prouver quelque chose. Mais alors que les heures se transformaient en une journée, puis deux, l'horloge a cessé d'être une mesure du temps et est devenue un rappel de mon oubli. Je n'avais pas de nourriture. Ma seule eau venait du petit lavabo, et même cela avait un goût de métal après un certain temps. La salle de bain n'avait pas de fenêtre, donc je ne pouvais même pas dire s'il faisait jour ou nuit, à moins d'écouter attentivement le son de la télévision ou le bourdonnement du réfrigérateur à l'extérieur. Ce sont devenus mes seuls repères d'un monde qui continuait sans moi. L'air y était lourd, vicié. Chaque respiration portait la faible odeur de serviettes humides et de vieux produits de nettoyage. J'ai arpenté le petit espace jusqu'à ce que mes genoux me supplient d'arrêter. Puis je m'asseyais sur le sol froid. Mon dos pressé contre la baignoire, fixant les mêmes carreaux blancs jusqu'à ce que ma vue se brouille. Parfois, j'entendais leur voix, le rire de mon fils, fort et sec, suivi du petit rire plus doux de sa femme. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent, une porte qui s'ouvre et se ferme, le grincement du canapé quand il s'asseyait. La vie continuait là dehors. Des repas étaient pris. Des émissions étaient regardées. Pendant que j'étais assis ici en silence, pas une seule fois je n'ai entendu des pas ralentir devant la porte. Pas une seule fois une main n'a frappé pour demander si j'avais besoin de quelque chose. Au deuxième matin, mon corps a commencé à protester. Le bas de mon dos me faisait mal d'avoir dormi dans des positions inconfortables sur le sol. Mon estomac avait l'impression de se replier sur lui-même. J'avais la tête légère, mes mains tremblaient de faiblesse. J'ai essayé de faire de petits étirements pour ne pas me raidir complètement, mais même cela demandait une énergie que je n'avais pas. À un moment donné, je me suis surpris à me demander s'il m'avait vraiment oublié. Mais ensuite, j'entendais du mouvement à l'extérieur, une porte qui se ferme, une toux, et je savais qu'il ne l'avait pas fait. Il ne se souciait tout simplement pas assez pour y mettre fin. Je me suis souvenu des années que j'avais passées à élever mon fils seul, des doubles journées que je travaillais pour qu'il puisse avoir un lit chaud, des repas complets, une éducation universitaire. Je me suis souvenu des nuits où j'avais sauté le dîner pour qu'il puisse se resservir. Je me suis souvenu de la fierté que j'avais ressentie en lui remettant les clés de cette même maison le jour de son mariage. Chaque sacrifice que j'avais fait était enfermé ici avec moi, réduit à rien de plus qu'un goût amer dans ma bouche. J'ai pensé à appeler, peut-être à supplier, mais l'idée me rendait malade. Si je devais mendier ma liberté à mon propre fils, alors quel que soit l'amour qu'il nous restait, il ne valait pas la peine d'être sauvé. C'est là que la colère est venue. Pas forte, pas enflammée, mais froide. Le genre de colère qui ne crie pas, elle attend, elle observe, elle planifie. J'ai réalisé que je n'étais plus le père dans cette maison. J'étais juste une autre dépense, une autre bouche à nourrir, un autre corps qui prenait de la place. À la fin du deuxième jour, ma décision était prise. Je ne savais pas exactement quand ni comment, mais je savais que je partirais. Et quand je le ferais, je ne me contenterais pas de sortir. J'emporterais la seule chose qu'il pensait ne jamais pouvoir perdre. Quand la porte s'est finalement déverrouillée le matin du troisième jour, la lumière du couloir a frappé mes yeux comme une lame. Je suis sorti sans le regarder, mon corps raide, mon visage calme. J'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit. Je n'avais aucune intention de crier, aucune intention d'exiger des excuses.
Le silence ferait plus de dégâts que les mots ne le pourraient jamais. Il ne le savait pas encore, mais en m'enfermant pendant 2 jours, il avait déverrouillé une partie de moi qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. La partie qui pouvait partir sans se retourner. Quand je suis sorti de cette salle de bain, je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Pas de questions, pas de cris, pas de demande de réponse. Je suis simplement passé devant lui comme s'il était invisible. Mes pieds m'ont porté jusqu'à ma chambre, et j'ai fermé la porte doucement, le léger clic de la serrure sonnant plus fort que tous les mots que j'aurais pu prononcer. À l'intérieur, je me suis assis sur le bord du lit, laissant le silence m'envelopper. La pièce semblait différente maintenant. Pas comme un lieu de repos, mais comme un terrain de planification. Mes yeux ont balayé les meubles familiers, la commode, le vieux coffre-fort dans le coin qui était resté intact pendant des années. Ce coffre-fort contenait plus que des papiers et des documents. Il contenait la dernière carte que j'avais à jouer. Je savais qu'il ne fallait pas agir trop vite. Si la vengeance devait fonctionner, elle devait être silencieuse, invisible et précise. Je ne pouvais pas le laisser soupçonner quoi que ce soit. Donc, pendant les jours suivants, j'ai joué mon rôle. J'ai traversé la maison à mes heures habituelles. J'ai mangé aux mêmes heures. Je lui ai même donné des réponses courtes et polies quand il parlait. Pour lui, il semblait probablement que j'avais laissé tomber toute l'affaire. Mais à l'intérieur, je construisais un plan qui se terminerait par mon départ définitif. J'ai pensé à partir immédiatement, mais cela aurait été le laisser gagner. Il aurait continué à vivre dans cette maison, la maison que j'avais achetée, la maison que mes mains avaient payée brique par brique, pensant qu'il m'avait forcé à partir. Non. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti dans cette salle de bain. Piégé, impuissant et dépouillé de tout contrôle. Tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse, je m'asseyais avec un stylo et du papier pour lister les étapes que je devais suivre. Étape 1, confirmer la propriété de la maison. Je connaissais déjà la réponse. L'acte était toujours à mon nom, mais je voulais que chaque détail juridique soit en place. Étape 2, contacter mon avocat. Étape 3, organiser une vente privée en espèces. Étape 4, déplacer l'argent quelque part où il ne pourrait jamais le toucher. Étape 5, disparaître sans laisser de traces. La partie la plus dangereuse du plan était de garder mon visage calme pendant la journée. Chaque fois que je le croisais dans la cuisine, chaque fois qu'il faisait la conversation sur les factures ou les courses, je devais me rappeler de ne pas laisser transparaître la vérité. Ma voix devait rester stable, mais pas mesurée. S'il sentait quelque chose, il pourrait commencer à fouiller. Et s'il découvrait la vérité avant que je sois prêt, tout pourrait s'effondrer. J'ai commencé à retirer de petites choses de ma chambre. Rien d'évident, rien qu'il ne remarquerait. Quelques photographies importantes rangées dans un tiroir. Mon passeport glissé entre de vieux livres sur l'étagère. La clé du coffre-fort, qui avait été cachée dans une boîte de vis dans le garage, a été déplacée discrètement dans ma poche. Le plus difficile n'était pas la planification. C'était de garder la colère sous contrôle. Chaque fois que je voyais son visage, je me souvenais de ces 2 jours dans la salle de bain. Le sol froid, l'estomac vide, le son de son rire de l'autre côté de la porte. Mes mains se serraient. Ma mâchoire se crispait, mais je ravalais ma rage. Je savais que le jour viendrait où je n'aurais plus à me retenir. Pendant une de ces nuits tranquilles, j'ai ouvert le coffre-fort. Les papiers étaient tous là, l'acte de propriété original de la maison, les documents bancaires, les dossiers d'assurance. Mon nom était imprimé en gras, intact, indéniable. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Cette maison avait toujours été la mienne, et bientôt elle ne serait plus la sienne. J'ai pensé à lui dire tout de suite, à lui jeter la vérité au visage. Mais je me suis arrêté. Les mots peuvent être oubliés. Les actions, non. Si je lui disais maintenant, il aurait le temps de se préparer, le temps de se battre, le temps de trouver des excuses. Non, cela devait se produire comme le tour d'une serrure. Soudain, final et impossible à défaire. À la fin de cette semaine, les pièces se mettaient en place. Mon avocat savait exactement quoi faire et je lui faisais confiance pour gérer la vente discrètement. Nous avons convenu de ne rien mettre sur le marché pour éviter tout enregistrement public jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. J'ai trouvé un acheteur en quelques jours, un jeune couple désireux de payer en espèces. Je n'en ai parlé à personne, ni aux voisins, ni aux amis, ni même à des parents éloignés. C'était entre moi,
mon avocat et l'acheteur. Moins il y avait de gens au courant, plus mon plan était sûr. Et donc j'ai continué ma performance. Le vieil homme tranquille, inoffensif, vaincu, vacant à ses occupations comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, le feu brûlait plus fort que jamais. Chaque pas que je faisais me menait vers le moment où je sortirais de cette maison pour la dernière fois. Et quand je le ferais, je ne lui laisserais rien d'autre que les murs qu'il croyait posséder et le silence dans lequel il m'avait autrefois enfermé. Le truc avec mon fils, c'est qu'il ne prêtait jamais attention aux détails. Il pensait qu'une fois que vous donnez un cadeau à quelqu'un, il lui appartient pour toujours. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Quand je lui ai acheté cette maison comme cadeau de mariage il y a des années, je n'ai jamais réellement transféré l'acte de propriété à son nom. À l'époque, je me disais que c'était pour une protection juridique. Mais peut-être qu'au fond de moi, je savais déjà qu'un jour viendrait où j'aurais besoin de ce levier. Ce papier, celui avec mon nom en lettres grasses en haut, était resté dans mon coffre-fort pendant des années, intact, et il n'avait aucune idée de son existence. Il supposait simplement que la maison était la sienne. Il en parlait comme s'il l'avait construite lui-même, se vantait auprès de ses amis de la posséder, et se disputait même avec moi sur la façon dont je devais utiliser ses services publics. Mais la vérité, c'est que pendant tout ce temps, il avait vécu sous mon toit, littéralement, et n'avait rien payé pour cela. Je me souviens du jour où nous l'avons acheté. J'ai parcouru chaque pièce vide avec lui et sa nouvelle épouse, regardant leurs visages s'illuminer. Je pensais que je leur donnais un départ dans la vie. Je pensais que ce serait un endroit où la famille se réunirait, où les rires résonneraient sur les murs. Je n'aurais jamais imaginé que ces mêmes murs me retiendraient un jour prisonnier pendant que mon propre fils m'enfermait. Maintenant, ce souvenir n'était plus doux. C'était du carburant. La même maison qui avait été autrefois mon plus beau cadeau allait devenir ma plus grande arme. Quand je me suis assis en face de mon avocat et que j'ai fait glisser l'acte sur son bureau, il m'a regardé un long moment avant de parler. Il ne sait pas, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Alors vous avez toutes les cartes en main. Nous avons tout passé en revue. Le processus légal, le calendrier, les risques. Il n'y avait pas beaucoup de risques. Légalement, c'était à moi. Le vendre était aussi simple que de signer mon nom. La seule chose que mon fils pouvait faire pour l'arrêter était, rien. Il ne pouvait pas l'arrêter. C'était la beauté de la chose. J'ai décidé que la vente serait privée, silencieuse et rapide. Pas de panneaux à vendre, pas d'annonce publique. Je ne voulais pas qu'il ait vent de quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Les acheteurs seraient prêts à emménager dès que l'encre serait sèche sur le contrat. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, chaque fois qu'il me demandait de prendre des douches plus courtes, chaque fois qu'il faisait une remarque désinvolte sur ma maison, je sentais le poids de ce secret peser sur ma poitrine. Ce n'était pas un fardeau. C'était un cadeau que je m'étais fait. La connaissance que n'importe quel jour, je pouvais lui enlever tout ce qu'il pensait être permanent. Parfois, quand j'étais seul dans ma chambre, je sortais l'acte de propriété et je le regardais simplement. Mon nom imprimé clairement, celui de personne d'autre. C'était le genre de pouvoir que vous ne gaspillez pas, et je n'allais pas le gaspiller. J'ai commencé à me préparer pour la vie après la vente. J'ai fait une liste des pays où je pourrais déménager, des endroits où l'air était chaud et où personne ne connaissait mon nom. J'ai vérifié la date d'expiration de mon passeport. J'ai appelé un vieil ami qui vivait à l'étranger, juste pour voir comment les choses se passaient là-bas. Je ne leur ai pas dit pourquoi je demandais. Le soir, je pouvais entendre mon fils et sa femme dans le salon parler des vacances qu'ils voulaient prendre, des rénovations qu'ils voulaient faire, des choses qu'ils répareraient dans la maison. Je restais assis là en silence, sachant que chaque mot qu'ils prononçaient était vide de sens. Ils faisaient des plans pour un avenir qui n'existait plus. Une nuit, je l'ai entendu parler à un ami au téléphone. « Cette maison est à nous pour toujours », a-t-il dit. « Papa est juste là jusqu'à ce que, tu sais. » Sa voix a baissé, mais j'ai saisi le ton. Celui qui suggérait que j'attendais juste de mourir pour qu'il puisse tout avoir. J'ai souri dans le noir. Il pensait que c'était moi qui manquais de temps. Mais la vérité, c'est que son horloge tournait, et c'est moi qui la remontais. Le matin après avoir tout confirmé avec mon avocat, je me suis réveillé avec un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le plan était fixé dans mon esprit comme un coup aux échecs que j'avais attendu toute ma vie pour jouer. Je n'allais pas confronter mon fils, crier ou exiger des excuses.
Cela lui donnerait la satisfaction de penser que je voulais quelque chose de lui. Non, ça allait être calme, silencieux. Le genre de vengeance qui ne se contente pas de reprendre ce qui vous appartient. Elle les fait se demander pour le reste de leur vie comment ils n'ont jamais vu venir le coup. La première étape consistait à mettre la vente en marche. Mon avocat a contacté un couple qu'il connaissait, des acheteurs sérieux avec de l'argent prêt. Il cherchait une propriété exactement comme celle-ci. Il leur a dit que c'était une vente privée et qu'ils devraient agir rapidement. Ils ont accepté. Je n'ai même pas eu à les rencontrer. Tout ce que j'avais à faire était de signer mon nom lorsque les papiers seraient prêts. Ensuite, je suis allé à la banque. Je n'ai encore rien retiré. Ce serait trop évident. Mais j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom uniquement, un que mon fils ne connaissait pas. J'ai fait en sorte que lorsque la maison serait vendue, chaque centime de la vente serait viré directement sur ce compte. De là, il serait transféré à l'étranger. L'objectif était simple. Au moment où il réaliserait que la maison était partie, je serais parti aussi. J'ai gardé ma routine exactement la même pour éviter les soupçons. Je prenais toujours mon petit déjeuner à la même heure. Je m'asseyais toujours dans mon fauteuil près de la fenêtre l'après-midi. Je lui demandais toujours comment s'était passée sa journée quand il rentrait du travail, même si je savais que la seule réponse que j'obtiendrais serait un grognement. La nuit, cependant, mon esprit s'emballait. Je pensais au premier jour où je partirais, à ce que j'emballerais, où j'irais. J'ai décidé de ne prendre qu'une seule valise. Je prendrais mes papiers importants, mon passeport, quelques vêtements et la montre que ma femme m'a donnée le jour de notre mariage. Tout le reste, chaque chaise, chaque plat, chaque cadre photo serait laissé derrière. Une semaine après le début du processus, mon avocat a appelé. Nous sommes prêts à avancer. La date de clôture est dans 3 semaines. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. 3 semaines, ce n'était pas long du tout. 3 semaines. Et l'endroit que mon fils croyait posséder ne serait plus le sien. Pendant ces 3 semaines, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je l'ai laissé parler de ses projets pour la maison. Je l'ai laissé me dire d'éteindre la lumière si tu ne l'utilises pas, et de ne pas prendre trop de temps sous la douche. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas souri. Je l'ai simplement laissé croire que le monde était encore sous son contrôle. Pendant ce temps, je prenais aussi tranquillement des dispositions pour ma nouvelle vie. J'ai appelé une agence de voyage et réservé un aller simple pour une petite ville côtière à l'autre bout du monde. J'ai viré une petite somme d'argent à l'avance sur un compte là-bas, juste assez pour garantir un endroit où vivre. Quand j'arriverai, mon avocat m'a conseillé de garder mon départ complètement secret. Pas de mots, pas d'appel téléphonique, pas d'adresse de suivi. Disparaît proprement, a-t-il dit. Et je savais qu'il avait raison. Les gens comme mon fils ne méritent pas de tourner la page. Ils méritent le silence qui suit la perte de la seule chose qu'ils pensaient leur appartenir pour toujours. Je me souviens d'un soir, environ une semaine avant la clôture. Mon fils était assis sur le canapé avec sa femme, parlant de rénover la cuisine. Il a dit, on commencera l'été prochain. On peut abattre ce mur. Sa femme a ri, rêvant à voix haute. J'étais assis dans mon fauteuil en sirotant mon thé et je pensais, vous ne posséderez même plus ces murs l'été prochain. La dernière semaine avant la vente, j'ai retiré une petite somme d'argent chaque jour, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Je l'ai gardé caché dans ma valise, prête pour le matin de mon départ. Et puis la veille de la clôture, j'ai fait une dernière promenade dans la maison tôt le matin, quand personne d'autre n'était réveillé. J'ai touché les cadres de porte, les fenêtres, la table de la cuisine. Non pas parce que ça allait me manquer, mais parce que je voulais me souvenir exactement de ce que je lui enlevais. Au moment où les papiers de vente ont été signés, tout était prêt. Mon vol était réservé. Ma valise était faite. Mon évasion était à quelques heures. Le jeu était presque terminé. Et mon fils ne savait même pas qu'il était en train de perdre. Le matin de mon évasion est arrivé tranquillement. Pas de réveil, pas de précipitation. Je me suis réveillé avant le soleil. La pièce était encore sombre, l'air lourd de ce calme étrange que l'on ressent avant de faire un choix irréversible. Ma valise était déjà près de la porte. Je l'avais faite la nuit précédente. Un change de vêtements, mon passeport, mes papiers, l'argent que j'avais accumulé et la montre que ma femme m'avait offerte il y a tant d'années. Tout le reste est resté. Il ne s'agissait pas de choses. Il s'agissait de liberté.
Je me suis déplacé lentement, en faisant attention de ne réveiller personne. Mon fils et sa femme dormaient encore au bout du couloir. Je pouvais entendre son léger ronflement. Un instant, j'ai pensé à frapper à sa porte, le réveiller et lui dire exactement ce que je pensais de lui. Chaque souvenir de sacrifice, chaque fois que je l'avais fait passer avant moi. Mais non, les mots sont inutiles avec les gens qui n'entendent qu'eux-mêmes. Le silence serait plus tranchant. J'ai glissé les clés de la maison dans une enveloppe adressée à mon avocat. Il en aurait besoin pour les nouveaux propriétaires qui arriveraient cet après-midi pour commencer à emménager. La vente était conclue, les fonds déjà virés sur mon compte. Légalement, ce n'était plus la maison de mon fils. En fait, elle ne l'avait jamais été. C'était la partie qui allait le brûler le plus. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte lentement. L'air froid du matin m'a frappé le visage. J'ai regardé autour de moi. La rue était vide. Juste une fine brume suspendue au-dessus de la route silencieuse. Mon taxi était garé quelques maisons plus loin. Moteur en marche. Le chauffeur attendait avec le coffre ouvert. Je suis sorti, tirant la porte derrière moi sans un regard en arrière. Pas de pause, pas d'adieu. En marchant vers le taxi, j'ai pensé à ces 2 jours dans la salle de bain, le sol froid sous mon dos, le goût de l'eau du robinet, le son de son rire à travers la porte. Ça avait été un moment d'humiliation, mais ça avait aussi été le moment où j'avais cessé d'avoir peur de le perdre. C'est ce qu'il n'a jamais compris. Une fois qu'un parent cesse de craindre la perte de son enfant, il devient libre. Le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport fut silencieux. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Au moment où mon fils se réveillerait, des étrangers seraient en train de sortir des meubles de ce qu'ils croyaient être sa maison. Il m'appellerait, peut-être des centaines de fois, sa voix passant de la colère à la panique puis au désespoir. Je ne répondrai jamais. À l'aéroport, j'ai agi rapidement. Un billet, un contrôle de passeport, une file de sécurité. J'avais choisi un vol qui partait avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Avant que mon fils ne puisse même commencer à comprendre ce qui s'était passé. Je ne voulais pas voir son visage. Je voulais qu'il vive avec le choc. En montant dans l'avion, je n'ai ressenti ni tristesse, ni culpabilité. La vie que je lui avais donnée, les sacrifices que j'avais faits. Il les avait déjà jetés bien avant ce jour. Je ne faisais que le rendre officiel. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot tandis que la ville devenait plus petite, puis disparaissait sous les nuages. Quelque part en bas, mon fils se réveillait dans une maison qui n'était pas la sienne. Un avenir qui avait disparu en une seule matinée. Au moment où il réaliserait que j'étais parti, je serais sur un autre continent, marchant dans des rues où il ne penserait jamais à me chercher. J'aurais une nouvelle maison, une nouvelle vie, et pour la première fois depuis des années, je dormirais sans craindre ce qu'il pourrait faire ensuite. Je ne me suis pas enfui parce que j'étais faible. Je suis parti parce que j'ai finalement compris que certaines personnes méritent de perdre ce qu'on leur a donné. Mon fils m'a enfermé pour avoir utilisé de l'eau chaude. Je suis parti et j'ai emporté tout son monde avec moi. Au moment où mon fils a ouvert les yeux, j'étais déjà à des milliers de pieds dans les airs, le monde en dessous de moi se réduisant à un flou. Il ne le savait pas encore, mais sa vie avait changé pour toujours. Le premier signe est apparu quand il est sorti du lit en titubant et s'est dirigé vers la cuisine, s'attendant à trouver la même odeur de café rassis et les disputes de la veille. Au lieu de cela, il a entendu des voix inconnues, résonnant depuis le salon. Confus, il est entré et s'est figé. 2 étrangers étaient là, un homme et une femme, tous 2 dans la vingtaine. Ils souriaient poliment à une équipe de déménageurs qui transportaient des cartons hors de la porte d'entrée. L'un des déménageurs l'a frôlé sans même lui jeter un regard. Mon fils a exigé de savoir ce qui se passait, sa voix tranchante avec le ton qu'il utilisait toujours avec moi. Mais ces gens n'ont pas bronché. La jeune femme a simplement dit « Nous sommes les nouveaux propriétaires. Nous avons conclu l'achat de la maison la semaine dernière. » Son visage a dû devenir pâle. Je peux imaginer la façon dont sa main s'est probablement crispée sur le cadre de la porte, comme s'il avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher avant que ses genoux ne cèdent. Il a demandé où j'étais, s'il m'avait vu. Elle a secoué la tête, lui disant que le vieil homme avait déménagé tôt ce matin-là. C'est à ce moment-là qu'il a dû comprendre. La lente et insidieuse prise de conscience que la maison n'était plus la sienne. Elle ne l'avait jamais été. Il a couru dans sa chambre, pensant probablement y trouver mes affaires,
un indice pour expliquer ce cauchemar. Mais les tiroirs étaient vides. Le coffre-fort avait disparu. Le placard ne contenait que le costume qu'il avait porté à son mariage. Il a dû m'appeler alors, les mains tremblantes, la voix entre la fureur et la panique. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai jamais. Au cours des heures suivantes, j'imagine qu'il a appelé des dizaines de fois, peut-être des centaines. Il aurait aussi appelé mon avocat, exigeant des réponses. Mais l'avocat lui aurait dit la vérité. La vente était légale. L'argent était à moi, et il ne pouvait rien y faire. Chaque porte qu'il essayait d'ouvrir était déjà verrouillée, et je détenais les clés. Ce soir-là, quand les nouveaux propriétaires ont commencé à emménager leurs meubles, il est probablement resté sur le trottoir à regarder des étrangers transporter des cartons, sachant que la vie qu'il croyait sur lui avait été arrachée en une seule journée. Sa femme devait être là aussi, la voix sèche, demandant ce qui s'était passé, les yeux froids de reproche. Peut-être qu'elle a appelé sa propre famille, essayant de trouver un endroit où il pourrait rester. Les semaines suivantes n'ont pas dû être faciles pour lui. Sans la maison, sans mon soutien financier, tout s'effondrerait. Les factures s'accumuleraient. Le loyer d'un endroit plus petit lui pèserait sur la poitrine. Chaque douche chaude qu'il prendrait après cela, chaque goutte d'eau lui rappellerait le moment où il m'a enfermé pour quelque chose de si insignifiant. Je n'étais pas là pour le voir, mais je n'en avais pas besoin. Je savais que mon absence parlerait plus fort que n'importe quel mot. Le silence, le vide, ce serait ma véritable vengeance. Car rien ne déstabilise plus un homme que de réaliser que la personne qu'il pensait être toujours là a disparu pour de bon. Je n'ai pas seulement pris la maison. J'ai pris la certitude qu'il avait de son contrôle sur moi. Je lui ai montré que le père qu'il croyait trop faible pour se défendre avait tout planifié. Et cela, plus que la perte des briques et des murs, le tiendrait éveillé la nuit. Maintenant, je me réveille au son des vagues au lieu des portes qui claquent. La première lumière du matin traverse la petite fenêtre de ma maison de bord de mer, réchauffant le plancher en bois. Je prépare mon propre café, lentement et sans hâte, laissant la vapeur s'enrouler dans l'air calme. Il n'y a personne qui frappe au mur, pas de voix qui s'élève avec colère, pas de pas qui arpentent devant ma porte, juste la paix. Quand je suis arrivé ici, la ville côtière m'a semblé presque trop calme. Après des années à vivre sous le toit de quelqu'un d'autre, où chaque mouvement que je faisais était observé, jugé et contrôlé. Le silence était étrange. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas le vide. C'était la liberté. Je pouvais prendre de longues douches sans que personne ne crie. Je pouvais manger quand je voulais, dormir quand je voulais, sortir et sentir le soleil sans regarder par-dessus mon épaule. La maison que j'ai achetée ici est petite comparée à celle que j'ai donnée à mon fils, mais elle est mienne dans tous les sens du terme. Je garde les fenêtres ouvertes la plupart du temps pour entendre l'océan. Le soir, je descends sur le rivage avec une chaise pliante, je m'assois et je regarde la marée monter. Pas de téléphone dans ma poche, pas d'obligations qui me retiennent. Les habitants me traitent comme un vieil ami, même s'ils ne me connaissent que depuis quelques mois. L'homme qui vend du poisson au marché me garde la pêche la plus fraîche. La femme du café en bas de la rue sait exactement comment je prends mon thé. Parfois, ils me posent des questions sur ma famille et je me contente de sourire. Je ne leur dis pas la vérité. Le passé n'a pas sa place ici. J'ai appris à vivre léger. Une seule valise, c'est tout ce que j'ai apporté en partant, et je n'ai jamais eu besoin de plus. Tout ce que je possède maintenant a un but. Chaque jour que je vis maintenant a un sens. Je ne gaspille pas mon énergie à penser à ce que mon fils pourrait faire ou s'il regrette un jour ce qu'il a fait. Les regrets ne changeront rien. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à la dernière fois que je l'ai vu. Ce matin-là, quand il a déverrouillé la porte de la salle de bain et qu'il pensait que le monde était encore sous son contrôle. Il n'a jamais réalisé que c'était le moment où il m'avait perdu pour toujours. Certaines personnes croient que la vengeance est bruyante, pleine de cris et de confrontations. La mienne était silencieuse. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas expliqué. Je suis simplement parti et j'ai emporté avec moi la seule chose qu'il appréciait le plus. Et maintenant, alors que je suis assis sur mon porche et que je regarde le soleil plonger dans la mer, je sais que j'ai fait le bon choix. La famille devrait vous protéger, pas vous emprisonner. L'amour devrait être inconditionnel, pas transactionnel. Et le respect ne devrait jamais avoir à être regagné une fois qu'il a été donné. Il m'a enfermé dans une salle de bain pour avoir utilisé trop d'eau chaude.
J'ai déverrouillé ma vie en partant et en construisant quelque chose de nouveau, quelque part bien au-delà de sa portée. Et ici, avec l'océan comme témoin, je ne serai plus jamais piégé.